Mon ami Paolo Romani et moi-même sommes venus dans cet appartement parisien qui représente le pied-à-terre actuellement de Umberto Todini, professeur de littérature latine à l'université de Salerne, connaissant très bien la ville de Paris. Ce n'est pas sans émotion que je suis revenu dans cet appartement, car justement dans cette pièce, j'avais enregistré, il y a quelque temps, un entretien avec l'épouse d'Umberto Todini, Jacqueline Risset, qui a été pour une longue période le numéro 1 des spécialistes français de la littérature italienne. Umberto Todini est professeur de littérature latine, comme je viens de le dire, et il est donc un spécialiste de la littérature latine. C'est un domaine qui intéresse bien entendu les universitaires, mais aussi c'est un sujet qui est au milieu d'une polémique toujours en cours, car on se demande si le latin a toujours un intérêt, s'il peut toujours jouer un rôle de formation pour les jeunes d'aujourd'hui. Et là, avant de rentrer dans le sujet des études latines d'Umberto Todini, je lui pose tout de suite cette question. C'est-à-dire, d'après vous, qui êtes un spécialiste de la littérature latine, est-ce que le latin conserve sa fonction pour la formation des jeunes ou pas? Mais bien sûr, ça n'a aucun doute. Mais il faut dire aussi que je ne suis pas un fanatique du latin, dans le sens que l'image traditionnelle du latin a donné toujours une idée mauvaise de l'enseignement du latin et aussi de ce que la civilisation latine représente dans notre monde. Alors que, du point de vue de la continuité de l'Europe, c'est évident qu'un des problèmes majeurs, c'est la diversité des langues qui sont impliquées. Et donc, il faut aussi bien garder ses racines à chaque nation pour garder l'identité originaire de l'Europe et de certaines nations qui la forment. Donc, le latin, oui, mais il faut qu'il soit un latin qui est ramené à sa fonction linguistique, c'est-à-dire surtout en latin qui sert à enseigner aux étudiants le rapport à l'Antiquité, le rapport à la langue, français par exemple, italien, espagnol, etc. Mais jamais en latin en tant que passion effrénée pour un monde disparu. Parce que là, finalement, c'est plus le cas. On a vu même les siècles derniers avec le fascisme, le nazisme, que le fanatisme culturel peut donner du point de vue historique. Donc, ce n'est pas le cas de courir des risques, mais ça, ce n'est pas possible. En tout cas, je comprends bien qu'en France, où il y a une réforme de l'enseignement qui pratiquement élimine l'étude du latin, on a des réactions tout à fait intéressantes. Par exemple, celle des circoli latini qui sont un peu partout dans les bars Gaudeamus de Paris et autres. Et qu'est-ce qu'il arrive là, donc, évidemment, il s'agit d'une réaction tout à fait primaire par rapport à ceux qui sont conscients de la valeur du latin. Mais en même temps, pour la France, ça c'est une réaction tout à fait justifiée du fait que la France, après la Révolution française, dans la Révolution française, elle avait commencé comme toutes sortes de traditions. Et en reprenant, en révaluant surtout la démocratie inventée par la Grèce. Mais après, petit à petit, elle a développé une anticomanie véritable qui a débouché sur Napoléon en tant que fondateur de l'Empire. C'est ça. Et donc, les circoli latini, ils représentent, selon moi, d'un côté, la réaction même juste contre cet oubli de l'État français
rapport à l'étude du latin. Mais de l'autre côté, ils sont aussi, disons, une continuité naturelle d'une tradition française qui tienne à garder l'Antiquité en tant que référence d'identification de sa civilisation. Donc il y a ces doubles aspects. Oui, mais en même temps, justement, l'existence et, disons, le développement de ces cercles circoli latini, ce cercle de latinistes qui se réunissent dans les cafés, qui organisent des conférences parfois. Il y a, je veux dire, ce n'est pas seulement, à mon avis, un phénomène de mode, parce que quand on voit les gens qui participent à ces cercles de latin, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas seulement de grands érudits et de grands intellectuels. Il y a un peu toutes les classes sociales et culturelles qui sont représentées. Bien sûr, ça on est bien content que ce soit ça. Parce qu'on a en Italie un grand ami à moi, qui était aussi un grand savant du latin et du grec, Scevola Mariotti, il disait, quand on voulait éliminer l'étude du latin et du grec, il disait, mais c'est le seul cadeau démocratique qu'on a pour tout le monde. Alors, pour approcher l'Antiquité, tout le monde, sans payer, dans les écoles, peut apprendre une langue qui est si importante. Et c'est tout à fait ça, naturellement. Mais de l'autre côté, parler le latin, c'est autre chose encore. Ça, c'est un paradoxe, c'est une chiqueria, c'est une forme un exercice. Un peu snob. Mais là, on a, pareil en Italie, par exemple, à Naples, il y a un lycée où un professeur de latin a appris à tous ses étudiants à parler latin. Et donc, ils ne parlent que latin. Et même en Italie, c'est diffusé cette mode du latin revenu, de nous retrouver. Mais je trouve que ça, c'est agréable, pourquoi pas. Et ça fait partie aussi de la continuité naturelle d'une civilisation. Donc, notre civilisation a des racines tellement profondes dans l'Antiquité latine et grecque que ce n'est pas le cas de s'en passer. D'ailleurs, il faut considérer que la langue latine a représenté un point de référence vraiment international pendant 2 millénaires. Si à Paris il existe un quartier qui s'appelle toujours quartier latin, oui, c'était parce que c'était le quartier où les savants provenant de toute la Sorbonne aussi, à côté de la Sorbonne. Oui, à côté de la Sorbonne, pouvaient s'exprimer en latin aussi pour trouver une chambre, pour trouver à manger. Donc le latin a joué ce rôle très important. Et d'ailleurs, encore au XIXe siècle et au XXe siècle même, les savants, je ne sais pas, Proust connaissait le latin. Freud connaissait bien le latin. Marx était quelqu'un qui avait fait sa thèse sur la physique d'Épicure chez Lucrèce. Donc, bien sûr. On a des racines très articulées là-dedans. Alors pourquoi les éliminer? Il faut garder, cultiver et relancer ça d'une façon qui soit pas rébarbative, mais quelque chose qui reste sur le terrain comme moyen de diffusion réelle, à contact des nécessités de notre réalité. Parce que finalement, le latin a duré tellement de temps parce que c'était la langue universelle, parce que les scientifiques, les religieux, les ingénieurs, les avocats, tout le monde, presque au demi du siècle dernier, il écrivait et parlait, avait la possibilité de parler, il s'entendait en latin dans les congrès internationaux. Maintenant, les gardiens du latin dans le monde, aussi bien que de l'italien, c'est un peu l'Église. Et ça, c'est dommage, finalement, parce que... Non, dommage dans le sens, je n'ai rien contre, évidemment, mais dans le sens que... même l'Église est revenue sur le latin. Avec Paul VI, ils avaient renoncé au latin. Finalement, avec Jean-Paul II, ils sont revenus. Et aussi, François, il emploie le latin pour se faire entendre. Et donc,
ça, c'est un moyen correct. Alors, à côté, on a l'anglais, les latins du monde moderne. Et c'est ça que les latins représentaient dans le monde ancien. Mais alors, justement, indépendamment des phénomènes de mode qui apparaissent ci et là, des circoli latini et autres associations, ou même lycées où on apprend à quelques élèves à parler latin, je veux dire, indépendamment de cela, quel est l'état, la situation, à votre avis, des études latines en Italie, en France, en Europe en général? C'est la ghettisation. Ah bon? C'est la ghettisation. Vous avez l'impression d'être enfermé dans un... En France surtout. Ah oui. Mais en Italie, pas tellement, mais souvent les ghettos viennent des latinistes même. C'est eux qui s'enferment dans une sorte de château, on dit un castello d'Avorio, un château d'ivoire. Un tour d'ivoire. Un tour d'ivoire où ils refusent contact avec l'extérieur. Alors c'est évident qu'il y a un gap entre réalité culturelle et réalité réelle, disons. Et ce n'est pas le cas dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, l'étude du latin est destinée à devenir un studio di nicchia, c'est-à-dire une étude de niche. Voilà, parce que des spécialistes, ils seront toujours. Et c'est dommage que les gens n'en profiteront pas dans la mesure où ils pouvaient profiter avant. Parce que dans toute l'Europe, suivant les États-Unis d'il y a quelque temps, a suivi les États-Unis en proclamant que l'humanisme était trop cher et peu réel. Et donc, ils sont forcés pour éliminer l'humanisme aussi d'Europe. Et aussi, Ecos était responsable de ça, en partie, et aussi Berlinguer, le ministre Berlinguer, les deux ensemble avaient lancé cette campagne anti-humaniste en Italie, par exemple. Et moi, je rappelle qu'à ce temps-là, avec Giacchini Risset et avec Marc Fumaroli, on avait essayé de défendre les latins contre cette attaque, disons anti-humaniste. Parce que finalement, même de point de vue formel, aux États-Unis, on a découvert que on savait ça déjà, mais là ils l'ont employé, que le latin, du point de vue de la structure, c'est une langue mathématique, c'est une langue formelle. Quand on prononce un mot, le premier mot en latin, il faut savoir où on va, jusqu'à la fin. Donc on est piégé dans une sorte de discours fixe et où la logique est absolument nécessaire, automatiquement nécessaire. D'où le rôle formateur. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont, aux États-Unis, je ne me rappelle plus dans quelle académie des aviateurs, on dit aviateurs, on dit ça, et ils avaient réintroduit le latin des années de latin parce qu'ils avaient trouvé que 2 ans de latin donnaient une capacité de réaction des réflexes beaucoup plus rapide que sans le latin. Et donc ça, c'est un exemple très curieux, très bizarre. Mais ça dit a beaucoup à dire sur la nature de l'enseignement et de l'apprentissage du latin. Donc le latin peut couvrir un rang tout à fait technologique. C'est ça qu'on ne connaît pas. Mais finalement, la plupart des dictionnaires scientifiques est d'origine latine. Oui. Donc, si on sait le latin, on se débrouille beaucoup mieux. Moi, par exemple, comme j'ai connu ma femme, je ne parlais pas un seul mot de français. Est-ce que j'ai appris un peu par osmose, oui, mais aussi en employant ma connaissance du latin et en faisant moi-même les mots sous les modèles latins. Et ça, c'est comme ça que j'ai appris à parler avec naturellement des erreurs, mais en état de me faire comprendre la langue que je parle maintenant. Alors, parlons un peu du domaine d'activité d'Umberto Todini, donc de ses études latines. Il faut savoir qu'il est un spécialiste du latin d'origine de cette grande civilisation, c'est-à-dire le latin archaïque, le moment où le latin représente
disons, le continuateur, si on peut dire comme ça, du grec, langue hégémonique jusque-là en Europe et dans le bassin de la Méditerranée. Et en même temps, il est un spécialiste des développements contemporains du latin, donc de l'attention de quelques auteurs modernes face à la langue latine, et en particulier, il a consacré des essais à Pier Paolo Pasolini, donc un écrivain et metteur en scène qui était considéré comme d'avant-garde, mais qui en même temps avait pour ainsi dire, ses pieds bien enracinés dans le patrimoine culturel classique. Il avait lui-même, Pasolini, enseigné le latin. Il avait même enseigné le latin quand il était très jeune à Ciampino. Dans ce moment de vie bohémienne à Ciampino, voilà, où il est désespéré, mais là, c'est un moment très fécond de sa formation. Il enseignait le latin à l'école primaire. Oui, mais alors pourquoi cet intérêt pour le latin archaïque d'abord? Pourquoi? Archaïque parce que ça c'est le moment, c'est vraiment un moment très, très vivant du passage d'une civilisation à l'autre. Il y a eu une colonisation grecque qui a colonisé le sud de l'Europe et pas seulement, et l'arrivée jusqu'à Marseille. Et il y a eu aussi une colonisation, une acculturation que les Romains, dès qu'ils ont appris l'importance de la civilisation grecque, ont fait eux-mêmes à travers l'apprentissage de la civilisation grecque. Ça, c'est le moment, ce moment-là, c'est le moment du XIIIe siècle avant Christ. C'est là que Rome est encore presque analphabète. Et à partir de son rapport des conquêtes vers la Grèce. Vous dites jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à partir de là, et que très rapidement, il a fait un progrès étonnant dans tous les domaines, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la littérature, dans tous les domaines. Et surtout, il a pris à garder une qualité très moderne, de laquelle on ne parle jamais, mais qui c'est très distinctif de la civilisation romaine. Les Romains, depuis le début de leur civilisation jusqu'au IIe siècle après Christ, ils étaient bilingues. C'est-à-dire que les Romains de la société, ils parlaient en même temps, c'était indifférent, ils parlaient grec et latin. C'était un peu les circuli anciens, mais c'était du grec là, dans ce cas-là. Mais donc, la civilisation archaïque, c'est très intéressant, parce que les Romains, du point de vue culturel, étaient des sauvages, au moment où ils viennent en contact avec les Grecs. Et là, ils se trouvent en face d'une civilisation très développée. Il y a eu déjà... Très raffiné. Il y avait déjà Sophocle, Échille, et la tragédie grecque, toute la démocratie grecque était déjà presque finie. Et là, les Romains, ils commencent à prendre le domaine sur cette civilisation. Et par exemple, pour faire justement un exemple, en 270 avant Christ, ils conquièrent à Taranto, dans le sud d'Italie, qui c'est une colonie grecque très importante, où il y avait des ingénieurs, une civilisation très développée. Et pendant les suivants 40 ans, ils déportent à Rome 70 000 esclaves qui font la base, le socle dur du développement romain. Parmi ces esclaves-là, il y a Ennius, il y a Andronico, il y a tous les grands intellectuels qui ont fait démarrer la civilisation romaine. Et c'est comme ça que, par exemple, Homère, à travers Ennius, que c'est un esclave porté à Rome, de Tarente, est entré à Rome en tant qu'autre Homère. Parce que quand il a écrit pour la première fois l'histoire de Rome en poésie, il a employé
l'hexamètre d'Homère. Et finalement, ça, c'était un début d'une révolution véritable. Les Romains ne sont jamais revenus à leur Saturne, leur ancienne verse. Et ça a vraiment formé tout un côté, disons, des civilisations inattendues. Et autre exemple, militaire, cette fois, les guerres puniques. Vous savez que pendant la première guerre punique, les Romains étaient très faibles. Ils ne savaient pas comment combattre les Carthaginiens parce que les Carthaginiens étaient très experts sur des batailles de mare, de batailles navales. Et là, les Romains ne se connaissaient pas tellement. Et alors, ils ont perdu les premières... Ça, c'est après. Là, et ils envoient leur chef militaire pour 6 mois à Alexandrie d'Égypte pour apprendre l'art naval. Et à partir de là, ils commencent à gagner toujours. Vous voyez, ça, c'était cette mobilité, cette utilité mentale des Romains d'apprendre des autres et de s'en servir, qui c'est un peu aussi l'aspect des civilisations meilleures, parce que finalement, on a eu aussi une continuation de la civilisation grecque à travers ça, et c'est quelque chose qui devrait aussi nous faire d'exemple aujourd'hui. Mais mon rapport à l'Antiquité archaïque, c'est parce que je trouve ravissant de travailler sur des fragments. J'aime beaucoup les fragments linguistiques, de poésie, etc. Et finalement, parmi ces documents, j'ai découvert aussi mon intérêt à Ovide, parce qu'Ovide, naturellement, il a écrit des poèmes entiers, un reste de poèmes entiers, mais j'ai découvert qu'un des modèles d'Ovide était justement Ennius. Et à partir de là, il fait toute une réévaluation de la civilisation italique contre une civilisation trop nationaliste de Rome. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles il a été exilé de Rome. Il était... C'est un de vos auteurs préférés, Ovide. Oui. C'est un auteur préféré parce qu'il y a de quoi. Si vous pensez à toute la peinture baroque, sans Ovide, ça n'existerait pas. Non, ça suffit à dire notre dette vers Ovide. Mais à part ça... Lucrèce, c'est le seul auteur qu'Ovide mentionne. Oui. Et il dit sublimis Lucretius. Mais justement, il prend de Lucrèce sa physique atomique. Et il l'emploie, la met à la base de l'atomisme de la réalité. Toute réalité est faite par les 4 éléments d'atomes qui bougent tout le temps et se renversent et constituent notre réalité. Et ça, c'était Lucrèce. Mais d'autre part, il a l'autre modèle chez Ennius. Or, Ennius, type absolument bizarre, il avait commencé les premiers véritables poèmes historiques romains à partir d'un rêve. Pavone Sparito, c'est mon premier livre. Au début, il commence avec le conte d'un rêve où Homère lui apparaît un rêve en lui disant « Voilà, tu vois, moi je suis un pont, un pavone, un pan, et maintenant je vais t'expliquer la réincarnation. Tout, à partir de là, tu deviendras l'Homère de Rome. » Donc, les métamorphoses. Après 2 siècles, il y a Ovide qui se met au travail. L'Énéide venait de sortir, d'être publiée, et c'était ultra nationaliste, c'était vraiment Rome über alles, voyez. Et par contre, Ovide, il commence avec un poème qui est fondé sur le changement. Rien reste soi-même, tout change tout le temps, et donc toute réalité est fondée sur métamorphose et sur réincarnation. Et toute la théorie scientifique des métamorphoses est, disons, est la fondation de l'éthique de l'État de Rome, alors que c'était le végétarisme. Parce que dans le 15e livre de Métamorphose, il y a Pythagore en personne qui parle à Nouma
hein, va être, Numa, il avait refusé d'être Pompilius, le roi de Rome. Il avait refusé de se faire nommer roi de Rome. Ils avaient demandé, mais ils avaient non, je dois étudier encore. Il part à Crotone, près de Taranto. Il y avait Pythagore, et il apprend de Pythagore pourquoi l'État doit être fondé sur les végétariens. Pourquoi il ne faut pas manger de la viande par rapport aux lois de l'univers. Si on mange de la viande, on bouleverse l'ordre cosmique de la réalité. Et Ovide, très naïvement, il met ce message à la base de la fondation de Rome. Et selon moi, c'est pour ça qu'il a été exilé. Qu'il a été exilé. Mais tout ça est très actuel, parce que si on pense que justement, ces dernières années, il y a une sorte d'offensive mondiale des nutritionnistes contre la viande, en disant que la viande est responsable de beaucoup de maladies, etc. Alors, ces références à une civilisation végétarienne, c'est très actuel. Mais justement, et là, naturellement, c'est pas végano, hein, c'est pas végano, il faut dire ça. Mais il donne la diète, au début, Pythagore à personne, il donne la diète qu'il faut suivre pour que notre âme soit un peu recommandée. Considéré comme synonyme d'une attitude agressive et de l'attitude de quelqu'un qui n'aime pas réfléchir. C'est ça. Donc, si l'on veut, l'actualité de ce que vous venez de dire est mais là, vous voyez, mais là, il y a une résistance de ce point de vue. Moi, j'ai vu que mes collègues, finalement, après 30 ans que j'ai fait face à ce problème et j'ai écrit des choses à ce sujet, même des livres, etc. Et finalement, dans la dernière édition, genre Oxford, qui a été fait en Italie, de Métamorphose en 6 volumes, finalement, ils ont découvert que c'était possible, que ça c'était possible, mais avec beaucoup de prudence. Ils disent que moi je suis un pacifiste, c'est pas vrai du tout, j'ai reconnu la notion tout à fait spécifique du message d'Ovide, c'est ça que j'ai fait. Alors que l'Énéide, c'est merveilleux, on ne peut pas dénier ça, c'est vraiment un poème fondateur, mais c'est le problème de la violence, c'est le poème de la violence. Là, Rome trouve sa justification historique, mythique, alors que le pauvre Virgile, vous vous rappelez sûrement, quand il était mort, quand il revenait d'un voyage en Grèce à Brindisi, et là, il avait ordonné il n'était pas content de l'Énéide qu'il avait venu d'achever, et il avait demandé qu'elle soit brûlée. Mais naturellement, les émissaires d'Auguste ont bien refusé ça et l'ont publié tout de suite. Parce que c'était eux qui avaient lui demandé, pratiquement, l'ont porté à écrire ça. Mais lui-même, il n'était pas enthousiaste. Et les savants savent que l'Énéide, du point de vue de la structure, de la formation, etc., ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais quand même, c'est une œuvre de poésie très, très importante. Alors que, du moment que ça contient les principes fondateurs violents de Romulo, on dit, non, de la civilisation de Rome, il a été mis pendant 2000 ans au centre, où aussi Dante le trouve dans ce centre-là, de l'aigle impérial. L'aigle impérial. Finalement, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que ça revient à dire, et c'est probablement la vérité, qu'à l'origine de la civilisation, il y a la violence. Mais on pourrait même dire qu'à l'origine de la démocratie, il y a la violence. Mais quand on parle de démocratie, il faut être vraiment prudent. Oui. L'origine de la démocratie. En faisant un exemple, Numa Pompilius à Rome. Alors, à un moment, disons, autour du 7e siècle avant Christ, quand Numa devient roi de Rome, quelle était la situation de la loi? Nulle. Il n'y avait pas de loi. La loi, c'était dente per dente. Par exemple, dent pour dent. Par exemple, il y avait la quadriga comme punition pour les délits, c'est-à-dire que les coupables étaient pris, étaient legato, étaient attachés les membres à 4 chevaux qui
c'est la même chose, ça passe, C'était des différents, le démembrement, et ça c'était vraiment encore, selon des gens qui ont étudié du point de vue anthropologique à l'origine de la civilisation latine, c'était encore un résidu de l'anthropophagie ancienne, parce que quand même, même à Rome, on ne peut pas complètement nier qu'il n'y a pas été un moment de l'anthropophagie. Alors que quelques siècles plus tard, le droit romain est devenu la base du droit dans l'Europe. Voilà. Non, mais ça c'est paradoxal. Voilà, c'est paradoxal. En partant de cette sorte de primitivisme juridique, on arrive au droit romain qui... Mais voyez, pourquoi Numa n'est pas présent dans l'Énéide? Alors que dans toute la tradition, Numa est reconnu comme deuxième roi. Numa, ça veut dire nomos, ça veut dire loi, le nom Numa. Et donc, pourquoi il est méconnu? Alors, tout d'un coup, Rome, après l'Énéide, il voit arriver un poème où Numa triomphe sur Rome, c'est le fondateur du droit de Rome, et c'est lui qui a appris par Pythagore les lois de végétarisme. Et il y a aussi une autre histoire à propos de l'exil d'Ovide qu'on raconte. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas, comme on dit, Pettegolezzi, les potins autour de cette histoire qui comptent, parce que la morale de Rome était toujours très faible. Mais ce n'était pas ça qui, pour moi, c'était déterminant sur la relégation d'Ovide. C'était plutôt le fait qu'il était vraiment... Son poème était vraiment quelque chose qui criait contre la violence d'État. Surtout ses discours de Pythagore. Et il y a aussi une tradition moins connue à côté, à propos de sa relégation, qui veut qu'au moment où... Il y a un moment où, avant les métamorphoses, en même temps, c'était avant, il avait écrit une tragédie merveilleuse qui s'appelle Médée. C'est une tragédie tout à fait noire, hein, où le sang court à fleuve. À flot. Et là, il semble qu'il avait écrit ça contre les armateurs des Gènes, les armateurs de l'Empire. Oui. Qui avaient des intérêts économiques à la continuité de la guerre. Et en exemptant en se moquant de leur désir, de leur amour pour la viande, pour le roast beef, pour la viande crue. Vous voyez, ça c'était une histoire un peu bizarre à côté, mais c'est pas loin parce qu'on sait par Quintilien que cette tragédie a complètement disparu. C'était déjà un signe. Voilà. Mais c'est aussi une tragédie pasolinienne. Voilà, mais là c'était Échille, là c'était autre chose. Encore quelques mots, alors, s'il vous plaît, sur la présence de la pensée et de la littérature latine chez les contemporains, et en particulier chez Pasolini, auquel vous avez consacré une attention spéciale. Spéciale dans le sens que c'est quelqu'un qui a réinventé une langue à moitié de Rome, des dialectes de Rome, à moitié de vaudeville, un quart de vaudeville et un quart de Molière. Oui? Donc un mélange. Un mélange. Il a mis en vers, un septénaire à genre Molière, pour traduire le Miles Gloriosus, c'était Miles Gloriosus il 21. Cette comédie de Plaute qui était c'est Gassman qui avait joué ça, et c'était un succès sans limite. C'était vraiment quelque chose de formidable du point de vue linguistique. Le public avait retrouvé toute la force violente du langage de Plautus, qui était quelqu'un, c'est un aristocrate, un esclave, peut-être esclave, aristocrate, qui avait formé une langue latine très haute et en même temps très bas.
où avec un langage très vulgaire, il disait des choses très haut. Oui, et ça, Pasolini est arrivé à les reproduire avec cette expérience moderne. Donc c'est pour ça qu'il m'a intéressé, parce que je l'ai mis en rapport à Plaute, à sa capacité de réinterpréter, réinventer en langue entière. Mais à partir de là, c'est vrai aussi que du point de vue culturel, institutionnel, de développement de l'Europe contemporaine, Pasolini c'est un auteur important comme peu d'autres, dans le sens qu'il a mené une guerre personnelle pour toute sa vie contre le conformisme, contre le lieu commun, contre l'homologation, ce qu'il appelait l'homologation. Et donc, c'est un auteur dans le changement de la société italienne primaire. Par exemple, quand il a fait un film Orestia de Africana, en 1956 peut-être, je ne me rappelle pas tellement. Mais là, c'était un changement total du point de vue de la façon de filmer le peplum. Alors que le peplum, c'était un genre très commercial, très n'importe quoi, et il y avait toute une tradition depuis le début du cinéma. Et là, finalement, on voit mélanger les origines, la démocratie grecque, à une proposition pour l'Afrique en ce moment-là. Et c'est tout à fait étonnant. Il a la même valeur, par exemple, que Fellini. Fellini, dans une direction différente, il emploie les satyricons, oui, justement. Pour changer toutes les règles de jeu dans le peuple. Il a proposé un film, le Satyricon, justement tiré de Pétrone. Voilà, mais vous savez que... Très intéressant et qui, en effet, était aux antipodes par rapport au goût des peplums américains voilà, de l'après-guerre. Moi, je sais par exemple par rapport au latin, parce qu'il avait besoin des experts du latin. À ce moment, c'était Paratore, un de mes maîtres, et Luca Canali. Ettore Paratore était un grand savant, grand spécialiste de la littérature latine. Et Luca Canali aussi, qui c'est un grand ami, un grand latiniste et traducteur aussi. Et donc, tous les deux, ils me disaient, mais ce n'était pas possible de travailler avec Fellini, parce qu'il nous entend, il apprend, il suit, mais quand il va tourner, il change complètement, il fait de sa propre tête à lui. Et ça, c'était finalement juste. C'était ça qu'il fallait faire, non? Pour arriver à changer la façon de regarder au peuple, au monde ancien. Et vous savez que Pasolini et Fellini avaient collaboré. Ils étaient, il y a toute une première période où ils avaient collaboré. Et moi, une fois, j'ai parlé, je connaissais avec Jacqueline qui travaillait avec Fellini. Fellini, une fois, je lui fait une petite interview sur Pasolini. Il m'a dit, écoute, il est un professeur terroriste. J'ai jamais oublié cette interview. Si on devait tirer une conclusion de cet entretien, moi je dirais que Umberto Todini nous a vraiment très brillamment expliqué, très brillamment fait comprendre aussi bien l'actualité que l'importance de la langue et de la culture latine. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans être un nostalgique du bon vieux temps, il n'est pas un laudator temporis sacri. Ma me riguardo bene, moi je suis bien loin de ça. Et je sais qu'en italien c'est plutôt facile de faire employer du latin quand on parle italien. Même les gens font semblant de vous comprendre. Mais c'est vraiment quelque chose de désagréable, je trouve, et je suis tout à fait d'accord avec la France qui considère l'emploi du latin rébarbatif dans ces cas-là. Pour les latins, il faut l'étudier en tant que latin, pour sa fonction dans notre langue. Oui, mais de toute manière, je dois dire que même en Italie, par rapport à l'époque où nous étions des enfants, cet usage de la langue latine a baissé nettement. Oui, c'est heureusement. Grazie. Grazie a voi.